Merci, Madame la Présidente. Donc, je reviens sur les origines de ce rapport parlementaire que nous avait confié la Commission des lois, qui vient des nombreux débats que nous avons eus pendant cette législature sur des textes, des propositions de loi notamment, qui visaient à répondre à ce qu'on peut appeler la crise de confiance démocratique. Crise au sens que nous vivons en ce moment en France et dans les pays démocratiques occidentaux une remise en cause de plus en plus importante par une partie de la population, des institutions, des élus ou même de la démocratie représentative en tant que telle. Et cela se manifeste par une montée de l'abstention, une progression des partis et des candidats dits contestataires et à l'inverse, un affaiblissement des partis traditionnels, une expression plus violente de citoyens, notamment dans les manifestations ou sur les réseaux sociaux, et un délitement des corps intermédiaires. Alors, avec mon co-rapporteur Raphaël Schellenberger, nous avons voulu comprendre les causes profondes de cette crise de confiance démocratique avant d'essayer de faire des propositions qui, il faut tout de suite le dire humblement, ne sont ni exhaustives, ni suffisantes pour répondre à cette crise, mais on le mérite qu'on puisse les verser au débat, et dont certaines viennent des nombreuses personnalités que nous avons auditionnées. Et cette volonté d'aller étudier les causes profondes de cette crise, et non pas de rester en surface, est à l'initiative, je dois le dire, de Raphaël Schellenberger, et c'est pour ça que je vais tout de suite lui céder la parole avant de la reprendre pour présenter les recommandations. Et j'en profite pour le remercier de la qualité de nos échanges que nous avons eus pendant cette année de travail. Merci Raphaël. Alors avant de revenir donc sur les quelques propositions et recommandations qui ont, comme je le disais tout à l'heure, d'abord comme utilité de faire émerger un débat sur la manière dont on peut répondre à cette crise de confiance démocratique. Donc encore une fois, rappeler que, et Raphaël vient de le dire, que nous pensons que la première responsabilité pour y répondre, elle vient en effet de l'offre politique des responsables et de la manière dont est traitée l'information aujourd'hui, et aussi la responsabilité de nos concitoyens. Et je reviens d'abord d'ailleurs sur la première cause que nous exposons dans ce rapport, qui est le basculement dans une vie démocratique liquide, c'est-à-dire une vie démocratique dans laquelle, avec l'apparition d'Internet et des réseaux sociaux, avec une société de plus en plus individualiste, avec l'éloignement de l'engagement dans des structures politiques ou syndicales, avec des revendications de plus en plus catégorielles ou par cause, eh bien, les structures anciennes de la vie démocratique, les corps sociaux, ont été d'une certaine manière atomisés pour mettre l'accent aujourd'hui sur, avant tout, le court terme, l'instantanéité, les faits divers, les émotions, là où la politique devait impliquer la conquête de temporalités dépassionnée, comme celle de la négociation, de la délibération et de la réflexion, qui ne font pas appel au sentiment et qui font appel plutôt à une volonté de se projeter dans le long terme que dans le court terme. Et ces évolutions sociétales et technologiques soumettent notre système démocratique à des injonctions contradictoires. C'est-à-dire que l'État doit de plus en plus satisfaire des revendications catégorielles croissantes, voire même particulières ou personnelles, alors que, comme l'a rappelé Raphaël Schellenberger, il doit avant tout garantir les conditions du vivre ensemble et un projet de société. Ces exigences donc ouvrent la voie à autant de déceptions et de frustrations provoquées par l'impuissance des gouvernants à répondre de façon concrète et rapide aux attentes que les citoyens expriment à leur égard de plus en plus. Parce que nos institutions, évidemment, elles ont été conçues comme ça et elles ont leur force. Elles sont lourdes, elles sont verticales, mais elles visent d'abord à garantir à chaque citoyen des droits importants toute leur vie, mais qui sont des droits qui ont été conquis maintenant depuis plusieurs générations, et parfois on oublie l'importance qu'elles peuvent avoir, et non pas de s'intéresser et de s'adapter à chaque problème particulier. Donc cette logique consumériste a fait progresser ce qu'on appelle l'abstention intermittente, et donc de plus en plus d'électeurs viennent voter que lorsqu'ils considèrent que le jeu en vaut la chandelle.
Et dans le même temps, il est vrai que nos concitoyens demandent de participer de plus en plus à la décision publique et remettent parfois en cause partiellement ou totalement la démocratie représentative. Alors, face à cette réalité, nous proposons d'y répondre d'abord en renforçant les principes démocratiques qui me paraissent devoir être davantage défendus. Car pour paraphraser Churchill, ils sont les moins mauvais que nous connaissons pour garantir à chacun de vivre librement et à égalité en matière de droit. Et trop souvent, nous les critiquons, alors même que nous devons, à mon avis, les expliquer et les renforcer. Mais nous devons évidemment aussi adapter notre système démocratique à cette nouvelle donne en le rendant plus simple et plus lisible à nos concitoyens. D'ailleurs, je crois que c'est un principe démocratique que nous tendons à oublier, que nos concitoyens doivent pouvoir aisément comprendre et s'approprier les gouvernances démocratiques qui le représentent. Sinon, comment peuvent-ils contrôler, comment peuvent-ils juger, comment peuvent-ils choisir les personnes qui leur paraissent les plus appropriées pour remplir cette mission s'ils ne comprennent même pas les gouvernances démocratiques et les différentes institutions qui régissent et gouvernent. Donc, donner plus de lisibilité, une des recommandations, c'est déjà en finir avec ce calendrier électoral dans lequel il y a énormément d'élections. Quelque chose qui est souvent revenu dans les auditions, c'est que plus vous organisez d'élections, moins il y a de participation. Voilà, c'est un mécanisme que l'on peut voir. Exactement, trop d'élections tue l'élection. C'est dans le rapport. Merci, monsieur Gosselin. D'où les propositions, d'une part, d'harmoniser tous les mandats à 5 ans. Parce qu'aujourd'hui, on l'a encore vu avec les élections régionales, un chevauchement parfois d'élections qui oblige, par exemple, à reculer les élections. Les prochaines élections régionales auront lieu en 2028, soit donc 7 ans après les élections de 2021, puisqu'en 2027, il y aura aussi des élections présidentielles. Donc on ne s'en sort pas. Donc l'idée, c'est que tous les mandats soient réduits à 5 ans. Et donc ça permettra d'organiser des grands rendez-vous électoraux avec un rendez-vous national, un rendez-vous régional, un rendez-vous municipal, sans parler du rendez-vous européen, évidemment, qui s'impose à nous. Alors, on fait une recommandation qui, évidemment, fera débat, qui est d'organiser les élections présidentielles et législatives aux mêmes dates, et qui ne vient pas uniquement d'une volonté de rationaliser le calendrier électoral, mais aussi de répondre à un déséquilibre aujourd'hui des pouvoirs dans nos institutions qui ont été énormément relevés dans les auditions que nous avons menées, qui voient une forme d'affaiblissement de la démocratie parlementaire depuis le passage du septennat au quinquennat. Et donc, nous voulons garder un exécutif fort, mais le confronter, un peu comme aux États-Unis, à un pouvoir législatif qui dispose de la même force. Et donc, ce principe démocratique d'équilibre des pouvoirs, il est mis en difficulté dès l'élection législative, puisqu'aujourd'hui, elles ne sont vues que comme une confirmation du deuxième tour de la présidentielle. Donc, on a réfléchi à un certain nombre de pistes pour essayer de régler ce problème. Et finalement, ce qui nous paraît moins dénaturer les équilibres institutionnels, mais remettre d'une certaine manière à égalité exécutif et législatif, c'est paradoxalement d'organiser les élections le même jour, comme d'ailleurs on le voit aux États-Unis. Et cela permettra déjà une meilleure participation des électeurs, donc une plus forte légitimité pour les parlementaires, grâce à cela dans leur élection. Et puis aussi, cela permettra à nos concitoyens, même sur un deuxième tour, si les candidats finalistes au présidentiel ne leur convient pas, aussi de pouvoir rééquilibrer grâce à un vote sur les législatives. Et puis, rien n'interdirait évidemment, en cas de résultats compliqués, au président nouvellement élu d'utiliser son pouvoir de dissolution dans la foulée. Un autre grand principe démocratique qui pose des difficultés en France par notre histoire, c'est de rapprocher au maximum le citoyen de la décision publique. Et là, on peut parler de décentralisation. Et on a plutôt, ces dernières années, vu un affaiblissement des collectivités territoriales, alors qu'il faut les renforcer, dans le sens où on a multiplié le nombre de collectivités territoriales, ce qui a rendu leur action illisible, où on a créé des grandes régions, ce qui les a éloignées des populations.
Donc c'est pour ça que nous proposons de revenir à des régions à taille humaine qui correspondent à une véritable identité régionale et à soumettre au choix des concitoyens, par référendum, dans chacune de ces régions, de fusionner ou non des départements pour simplifier, encore une fois, ce millefeuille territorial et renforcer la puissance des collectivités territoriales. Sur le rendez-vous municipal, je pense aussi que nous devons aller vers une démocratisation des EPCI. C'est-à-dire qu'il doit y avoir un vote direct de la tête de l'exécutif, tout en gardant l'Assemblée délibérante telle qu'elle est constituée aujourd'hui, parce que nous pensons évidemment que pour que cela fonctionne, il faut une Assemblée de maires. Une autre recommandation va vers une meilleure lisibilité de notre système démocratique en harmonisant les règles de qualification au second tour sur celles de l'élection présidentielle. Pourquoi ? Aujourd'hui, nous avons autant de règles que de scrutins. Pour se qualifier au deuxième tour, aux législatives, il faut avoir 12,5% des inscrits. Mais à d'autres scrutins, il faut 10% des suffrages exprimés. Ça ne rend pas lisible, encore une fois, la qualification pour nos concitoyens au deuxième tour. On a parlé donc des modalités de vote. Moi, je rejoins Raphaël Schellenberger sur le fait que nous avons un bien précieux qui est la robustesse de ces modalités de vote. Il l'a très bien expliqué, donc je n'y reviens pas. Pour ne pas trop allonger ce propos initial et puis permettre le débat, il y a d'autres propositions que nous faisons. Je ne vais pas venir dessus. Et conclure enfin en insistant que nous ne sortirons collectivement de cette crise de confiance démocratique que si nous, responsables politiques, que si les journalistes, que si les citoyens, on puisse arriver à sortir du commentaire permanent, de l'expression émotionnelle sur chaque fait d'actualité, de la volonté de répondre à chaque problème particulier. Nous devons essayer de redonner de la hauteur de vue nécessaire pour gouverner. Sinon, nous risquons d'en oublier les principes qui ont fondé nos systèmes démocratiques et d'affaiblir la démocratie. Voilà les enjeux de moyen long terme auxquels nous sommes confrontés. Merci beaucoup.